pense que c'était vraiment important dans le processus du Pacte pour un enseignement d'excellence. On a eu 12 groupes de travail, plus de 400 personnes qui ont travaillé. On a reçu des contributions du terrain, des enseignants, des directeurs, de faire une première pause dans un processus qui va encore prendre du temps, mais où on met tous les acteurs ensemble, à la fois tous les représentants des pouvoirs organisateurs, des syndicats, aussi des fédérations de parents, on a eu les contributions des élèves et aussi les présidents des groupes pour qu'ils puissent à la fois chacun venir expliquer quelles sont les premières propositions qui proviennent de leur groupe selon les différents thèmes, qu'ils puissent échanger entre eux parce que tout est interconnecté. Quand on parle de formation initiale de l'enseignant, et bien évidemment, il faut aborder aussi les contenus, ce qu'il doit savoir désormais en numérique, en psychologie de l'enfant, etc. Et c'était très important de pouvoir créer une dynamique aussi collective. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi, puisque pendant un jour et demi, on a les présidents des groupes qui sont venus expliquer les différentes propositions qui sont vraiment intéressantes, qui vont vraiment dans les objectifs de ce que nous voulons en matière de pacte pour un enseignement d'excellence. Et maintenant, en deuxième partie, ce que nous sommes en train de faire, c'est avec vraiment les décideurs de l'école que l'on voit les choses les plus prioritaires, les plus faciles à mettre en œuvre tout de suite, parce qu'on veut tout de suite continuer, en tout cas, à lancer des initiatives comme nous venons de le faire en pilotage, comme on l'a fait sur la diminution du redoublement maternel, etc., de voir vraiment quelles seront les choses prioritaires que l'on va lancer dans la suite des événements par des plans d'action. Qu'est-ce qui mérite encore un arbitrage? Qu'est-ce qui doit être encore fouillé, analysé? Et puis surtout, dans les mois qui viennent, nous allons recevoir toutes les contributions qui continuent en provenance des enseignants de terrain, des rencontres décentralisées que nous faisons, des questionnaires que nous lançons auprès des élèves, des enseignants et des directeurs. Donc voilà, on est au milieu d'un processus qui n'est pas terminé, mais je pense que vraiment la réforme très ambitieuse au service de l'école commence à prendre vraiment corps. Oui, un jour, Frédéric Delcor m'a téléphoné pour me dire « Monsieur Rallier, est-ce que vous voulez piloter un groupe de travail ?» Bon, c'était avec beaucoup d'intérêt. Je n'étais pas tout à fait prêt à cette éventualité. Et donc j'ai découvert ce groupe composé des principaux acteurs, je dois dire, du système scolaire, des gens extrêmement compétents, PO, syndicats, représentants des parents, experts. Et nous étions une bonne vingtaine, à nous réunir tous les mercredis matins dans des réunions passionnantes, je dois dire, parfois intenses, parce que les questions abordées étaient fondamentales. Et je pense que ça s'est vraiment très très bien passé. Et je dois dire que chacun a appris des autres, et j'ai beaucoup appris personnellement. Donc la question qui nous a été posée, c'est est-il possible de mobiliser les écoles autour d'un contrat d'objectifs visant à dynamiser les équipes pédagogiques. Voilà, globalement c'était ça. Est-ce que demain les écoles peuvent se gérer, s'autogérer à partir d'objectifs, d'un certain nombre d'objectifs en matière pédagogique, en matière d'équité et de justice, en matière d'informatique, en matière de développement culturel, en matière de promotion de la citoyenneté? Et comment inscrire les écoles dans un processus où elles réfléchissent à leur propre fonctionnement et rendent ensuite des comptes sur les progrès qu'elles réalisent et qu'elles font réaliser à leurs enfants. J'ai écouté ça avec passion, c'était très 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 intéressant. Il y a une sorte de condensé qu'il est rare pour quelqu'un comme moi d'avoir l'occasion d'entendre. Donc j'ai écouté tout ça. Il m'est apparu que presque mystérieusement, des lignes de convergence émergeaient progressivement à partir de perspectives très très différentes, ce qui, je crois, est de bon augure pour la suite du processus. J'ai aussi été frappé par les trésors de bonne volonté, d'énergie, et j'allais dire même d'optimisme de l'ensemble de ces acteurs tels que moi j'ai pu les observer. Donc ça, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur de voir autant d'acteurs et autant d'acteurs compétents et qui sont plongés dans le milieu scolaire depuis 10, 20, 30 ans parfois pour certains d'entre eux, et qui conservent cette même passion pour faire avancer l'école, pour faire avancer le système scolaire et finalement au bénéfice des enfants, des parents. Et c'est un enjeu de société, mais incroyable. Alors que souhaiter pour la suite? Que
que la ministre et que le politique parviennent à s'orienter dans cette complexité. Voilà. En même temps, une politique scolaire, c'est un construit d'une extraordinaire complexité. Et on l'a vu pendant 1 jour et demi. Les thèmes sont multiples, innombrables, venant de tous les secteurs, de toutes les dimensions. Et donc, traverser cette complexité pour dégager un projet politique cohérent pour les années à venir, et puis conserver ensuite la cohérence politique pendant plusieurs années, parce que c'est une question, nous ne parlons pas ici pour l'an prochain, nous parlons ici de mesures qui porteront effet dans les 10 ans qui viennent. On prépare le moyen terme ici, et pas simplement le court terme. Eh bien, ce qu'à titre personnel comme citoyen je souhaite, c'est qu'il existe une cohérence et une volonté qui se suffisamment stabilisée dans le temps pour déboucher sur les résultats extraordinaires dont ici nous avons pu mesurer un certain nombre de mesures. Alors effectivement, donc le rôle principal de mon groupe Savoir et Compétences était de réfléchir sur le curriculum de l'école du XXIe siècle. Donc la question centrale, c'est de savoir qu'est-ce qui convient d'enseigner aux différents paliers de la scolarité obligatoire. Et en particulier, on avait à travailler la question très actuelle du tronc commun, c'est-à-dire ce niveau d'enseignement qui va de la début de la scolarité des enfants jusqu'à, disons, le milieu de l'enseignement secondaire, et qui consiste à essayer d'homogénéiser l'ensemble des savoirs fondamentaux que tous les citoyens doivent maîtriser à l'issue d'une scolarité obligatoire. Est-ce que vous travaillez aussi sur la modernisation des savoirs ? Alors, on travaille en tout cas sur la question délicate de l'articulation entre les savoirs et les compétences, et avec l'intention de quelque peu débarrasser l'ancienne approche par compétences d'un certain nombre de prescrits trop précis et qui ont véritablement enfermé le travail pédagogique des enseignants. Et donc pour leur réouvrir un espace de liberté pédagogique, c'est de définir de manière très très précise ce qui est à maîtriser en termes de savoir et de compétences, et puis à côté de ça de laisser une grande liberté, une marge de manœuvre importante en termes de méthode pédagogique et de créativité pédagogique. Mon groupe de travail qui s'intitule « Réussir la transition numérique » en fait se préoccupe d'un phénomène qui est pour moi un phénomène de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique à l'école, ce n'est pas technologiser l'école. C'est comment l'école s'intègre dans une société qui est une société numérique. Et donc, l'implication, elle n'est pas qu'une implication par rapport à la manière dont on manipule, dont on utilise les outils. C'est la manière dont ces outils ont des effets. Des effets sur les interactions, des effets sur les modalités de collaboration, des effets sur les rapports au savoir. Et c'est ça que la transition numérique doit réussir. Vous dites notamment que l'équipement massif des écoles n'est pas spécialement pour vous une priorité. Non, parce que d'abord parce que ce sont des expériences que l'on a faites dans le passé et qui n'ont pas eu les effets escomptés. Donc il faut tirer les leçons du passé. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas eu les effets escomptés ? Parce que ce n'était pas ancré dans des projets. Et donc ce qui importe, c'est qu'on ait un projet qui soit supporté, donc c'est un projet pédagogique, qui soit supporté par des outils numériques, et c'est bien ça qui est important, que ce projet ait une dimension qui porte sur les effets de ces outils numériques. Et donc, à partir du moment où les écoles vont introduire des projets qui ont du sens, alors elles recevront, elles bénéficieront de l'équipement dont elles ont besoin pour mener à bien ce projet. Et elles seront accompagnées pour le faire. Une dernière chose, comment mieux former les enseignants au numérique ? Parce qu'on entend souvent qu'une génération d'anciens profs ne baigne pas spécialement dans la culture numérique. Alors, concrètement, comment les former ? La formation, d'abord, c'est bien définir ce dont on parle, c'est-à-dire l'introduction que j'ai faite au début sur ce que sont non seulement les outils numériques, mais les enjeux du numérique, et donc la modification des types d'interactions, des rapports au savoir. C'est à ça que les enseignants doivent être formés, c'est-à-dire c'est comprendre ces enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui. Et donc, c'est faire figurer dans des référentiels ces compétences, et à partir de là, c'est essentiellement ce qu'on a développé dans le groupe, c'est cette idée de pratique isomorphique, c'est-à-dire de former comme on voudrait que les élèves soient formés. C'est-à-dire leur montrer que si ce sont les interactions qu'il faut développer, eh bien, formons à l'aide de modalités qui sont interactives, comme on voudrait que les élèves puissent utiliser ces outils. L'enjeu est évidemment de réintroduire de l'excellence dans l'enseignement qualifiant, pas pour faire de l'élitisme, mais pour faire en sorte que chacun des élèves qui y entrent puisse y acquérir les compétences requises, soit pour accéder à un métier, soit pour aller vers l'enseignement supérieur. Il s'agit donc de revisiter l'enseignement qualifiant, de faire en sorte qu'il ne soit pas l'objet d'une
d'une orientation négative, mais au contraire d'une orientation positive, de faire en sorte que les élèves qui s'y dirigent pour de bonnes raisons, pour de vraies raisons. Alors il y a toute une série de conditions liminaires, évidemment, pour parvenir à ce résultat. Alors par rapport aux échanges qui ont eu lieu ici dans le séminaire, mais d'ailleurs dans notre groupe de travail qualifiant également, je voudrais pointer la grande réussite finalement de cette rencontre des différents présidents et des différents groupes de travail, des résultats qui a permis de prendre connaissance du travail des autres, prendre connaissance de la réalité des autres d'une part, et puis certainement aussi l'occasion de partager les résultats de notre groupe de travail sur les thèmes principaux qui ont été abordés, notamment des parcours plus simples, plus lisibles pour les élèves et leurs familles, notamment la mutualisation des infrastructures, notamment une revalorisation de l'alternance comme un moment dans un parcours d'excellence, toute une série de points qui ont pu être partagés et j'ai entendu beaucoup de feedback positif sur le fait de recevoir cette information. Et moi, personnellement, j'ai aussi eu beaucoup de bénéfices à entendre les avancées en matière de gouvernance, par exemple, en matière de formation initiale, de formation continue, qui concernent bien entendu également l'enseignement qualifiant. Donc c'est un moment d'échange, de partage extrêmement important pour la suite de nos travaux. Alors je pense qu'il faut garder maintenant la vision d'ensemble, il faut pouvoir continuer nos travaux en pouvant intégrer les bénéfices des différents groupes de travail pour poursuivre, approfondir ce qui mérite de l'être en fonction des priorités qui vont être définies par le groupe central. Nous sommes là en tant que représentants des personnels. Nous voulons participer au changement de manière positive en permettant aux acteurs d'être les acteurs de ce changement et réunir les conditions pour qu'ils puissent faire ce changement dans le respect vis-à-vis du travail qu'ils font quotidiennement, un travail particulièrement difficile. Nous avons la priorité de faire en sorte qu'un certain nombre d'iniquités de notre système évoluent positivement. Nous savons que ces changements sont essentiels. Et pour cela, il faut que les gens acceptent de changer, il faut réunir les conditions pour que ce changement puisse se faire. Un exemple d'iniquité ? Le fait inévitablement aujourd'hui qu'un jeune issu de milieux défavorisés a vraiment aujourd'hui nettement moins de chances qu'un autre de réussir, d'obtenir un diplôme et de s'insérer positivement dans la société. Donc nous voulons que l'école, aujourd'hui en tous les cas, en participe à redevenir un ascenseur social parce que malheureusement aujourd'hui, les enfants qui viennent des milieux les plus défavorisés en subissent tous les inconvénients. Donc je pense que l'exercice que l'on produit ici sur les 3 jours est un exercice essentiel, je dirais, pour assurer une meilleure santé de notre enseignement en règle générale. Donc il s'agit évidemment de réfléchir à toute une série d'aspects particuliers. Je pense qu'un des points essentiels au niveau de la réflexion doit porter sur la mixité sociale de nos publics. Les enquêtes PISA montrent bien que l'une des faiblesses majeures de notre enseignement en communauté française, c'est la dualisation des publics. Autrement dit, on constate évidemment par l'entremise des paramètres ISEF que l'on peut attribuer à chaque élève qu'il y a une concentration à travers 2 types d'établissements. Un établissement ghetto où l'on retrouve évidemment essentiellement des jeunes à ISEF et puis un ghetto d'un autre type où là justement le public est sans ISEF. Et je pense qu'effectivement il faut agir sur cette mixité pour équilibrer les publics, pour faire en sorte que effectivement les plus forts puissent entraider les plus faibles vers la réussite. Et alors, évidemment, mettre tous les moyens pour qu'au niveau de l'encadrement et au niveau des moyens pédagogiques qui sont offerts aux établissements scolaires, on puisse prendre en compte ce public-là et on puisse le faire avancer, donc le faire évoluer positivement en termes de réussite et en termes d'épanouissement personnel.